Il y avait, dans la ville, des histoires qui s'accrochaient aux gens comme la saleté tenace sur un vêtement blanc. Celle-ci commençait par un geste que tout le monde avait vu une nuit d'été au bord de la Seine. Un policier qui plongeait, qui tirait un enfant ruisselant hors de l'eau, qui revenait au bord avec la poitrine serrée et la reconnaissance autour du cou. On l'avait appelé héros dans les journaux de quartier. Ce geste, pourtant, n'expliquait pas tout ce qui allait suivre. Si cette histoire vous touche, restez jusqu'à la fin. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la suite. Si vous pensez qu'on doit faire davantage entendre les voix invisibles de ceux qui souffrent, partagez ce récit. Jean poussa la porte de la chambre d'hôpital d'un geste qu'il voulait discret et enterra ses mains dans les poches de son manteau. L'odeur de désinfectant lui pinça la gorge. La lumière au-dessus du lit était trop blanche pour la nuit. Amélie dormait d'un sommeil lourd, le visage amaigri, une mèche brune collée à la tempe par l'humidité. À côté d'elle, sur la petite table roulante, le carnet déplié comme une paume offerte. Page griffonnée d'une écriture nerveuse, entre les lignes, petits dessins d'enfants, dates raturées, une ébauche de chanson. Jean connaissait ce carnet depuis les premières visites. C'était la chose la plus intime qu'elle lui avait confiée, après les phrases qui ne demandaient rien d'autre qu'un secours. « Je veux juste revoir mon fils ». Il avait entendu ces mots la première fois dans une salle de parloir, à travers la vitre qui séparait deux existences. Il les avait entendus comme on entend une injonction silencieuse. Il les entendait encore, maintenant, près du lit, quand le souffle d'Amélie se faisait plus lent. Il y avait le bruit lointain d'un couloir, un chariot à roulettes qui grinçait, le tic-tac d'une horloge murale qu'il n'avait jamais regardée avec autant d'intensité. Jean prit la chaise au chevet et s'assit sans que la chaise enregistre son poids. Son uniforme, rangé chez lui dans une armoire qui sentait encore le savon de Claire, était remplacé par un manteau trop grand pour la fatigue. Il repensa, comme à chaque visite, à la scène de l'été précédent. La rive glissante, le cri, la course, l'eau qui avalait tout. Il avait plongé avant d'y réfléchir. Il avait ressorti un petit corps bleu et glacé et, pendant que les secouristes exécutaient leur balai, des passants l'avaient filmé à Clama. Son nom avait circulé, sa photo avait souri dans des commentaires qui parlaient de bravoure. Cette histoire-là le protégeait parfois, comme un talisman, mais elle l'exposait aussi. Être celui qui avait sauvé un enfant donnait du poids à sa parole, mais ajoutait une attente qu'il soit irréprochable, inflexible, aligné sur la règle. Amélie ouvrit les yeux. Sa voix était faible, comme un fil de brouillard. « Jean ?» Il posa sa main sur la couverture, sans franchir l'espace de pudeur. « Oui, c'est moi. » Il n'y avait ni accusation, ni demande d'aveu, juste une phrase qui contenait tout un monde. Il avait fait la promesse muette de l'entendre, de chercher, de ne pas laisser la vitre rester la seule réponse. Chez lui, la table de la cuisine gardait la trace des conversations qu'il avait modelées ces dernières semaines. Claire, sa femme, avait préparé de la soupe la veille, comme pour maintenir une normalité fragile. Le rire de leurs enfants, un dimanche après-midi, était une mesure de ce pourquoi ils se battaient, pas pour la gloire, mais pour que le monde garde, quand c'était possible, des lieux où un enfant puisse s'amuser sans peur. Claire avait pris la part compréhensive d'une épouse qui connaît les lignes de fatigue sur un visage aimé. Elle l'avait pressé contre elle, sans pouvoir effacer la noix qu'il passait au commissariat ou l'heure qu'il consacrait aux visites. « Tu sais qui tu es, Jean », lui avait-elle dit, et cela l'avait remise en mouvement quand la bureaucratie menaçait d'installer son silence autour d'eux. Au commissariat, Marc leva les yeux quand Jean entra, essuyant la sueur de ses sourcils d'un revers de main. « Tu vas encore t'occuper d'elle » dit Marc sceptique, sans méchanceté, mais avec une réserve nette. Marc n'était pas ce qu'on appelait un cœur dur. Il était prudent, réglé sur la logique administrative. Il voyait les risques sur la longueur. Il avait vu des collègues sacrifier leur avancement pour une cause qui, sur un CV, ne rapportait rien. « Je ne vais pas sacrifier ma carrière », répondit Jean, et sa voix trembla plus qu'il n'aurait voulu. Il pensait à la hiérarchie, aux rapports qu'il devrait écrire, aux ordres écrits en petites lettres sévères. Il pensait à la photographie de la scène, qu'on ressortirait un jour comme un témoignage opposable. Il pensa aussi à la honte d'une mère qui n'avait que ce souhait pour tout héritage. La procédure était nette. Les détenus pouvaient demander des permissions exceptionnelles, mais cela supposait des critères stricts, un dossier, des avis médicaux et pénitentiaires favorables. Favorables. Amélie, condamnée pour des faits qui n'entretenaient pas le moindre intérêt pour Jean au-delà de l'humain, avait pourtant des médecins qui jugeaient son état fragile. La direction du quartier, elle, répétait les risques. Antécédents, pression sociale, témoins hostiles. La ville avait des commentaires sur tout, et dans les forums anonymes s'accrochaient des voix prêtes à juger sans connaître la chair des histoires. Jean n'était pas naïf. Il savait qu'il franchissait un terrain instable.
Sa décision ne s'était pas prise dans un éclair héroïque, elle avait grandi, cuite dans la lenteur d'un refus accepté, d'un carnet plein de dates raturées et d'un regard qui demandait simplement d'être reconnu en tant que père. Il commença à tracer son plan, recenser les pièces, contacter un avocat bénévole qu'il connaissait depuis un dossier de voisinage, faire entendre une voix humaine dans les instances administratives. La tactique aurait besoin de finesse. Il fallait une demande soignée, des témoignages attestant du lien affectif entre Amélie et son fils, un argument médical pour une autorisation sous condition, une solution logistique qui minimise les risques pour la détention. La première visite qu'il obtint pour monter le dossier fut chez l'avocat bénévole, une femme aux cheveux gris encore vifs, qui écouta sans interrompre. « Vous êtes policier, dit-elle enfin. Ce que vous voulez faire, c'est risquer votre position pour une mère. Pourquoi ?» Jean la regarda, cherchant ses mots. « Parce que la mère a un droit humain à revoir son enfant, et parce que je sais ce que c'est que d'avoir quelqu'un qui vous regarde comme si vous comptiez. Je n'ai pas envie que ce geste devienne une note d'honneur sans suite. » L'avocate nota, sourcils froncés, puis proposa des pistes concrètes. On pourrait demander une audience au tribunal pour l'examen forcé d'un point précis, réévaluation de l'autorisation de visite extraordinaire pour raisons humanitaires. Un médecin indépendant pourrait être appelé. On pourrait solliciter un juge des libertés et de la détention dans une procédure qui, si elle restait exceptionnelle, avait des chances d'aboutir si elle exposait un lien affectif prouvé et des garanties pratiques. Il fallait, conclut-elle, des témoins crédibles, pas seulement un policier connu pour un sauvetage d'enfants, mais des personnes qui attestaient du comportement d'Amélie en détention, de sa santé, de l'absence de danger. La machine administrative aimait la logique, mais la logique, parfois, s'échauffait à l'écart de la compassion. Jean le sentit quand il rencontra le responsable du service pénitentiaire, un homme à lunettes épaisses qui évaluait tout en termes de grille. « Monsieur Durand, dit cet homme, nous devons maintenir l'égalité de traitement. Si nous accordons des permissions exceptionnelles sur des critères émotionnels, demain nous serons submergés par des demandes similaires. » Jean entra dans la conversation avec un ton qui se voulait mesuré. Il savait que pour convaincre, il devait appliquer la même rigueur qu'il mettait à rédiger un rapport. Il présenta la piste médicale, proposa des visites sous surveillance, un lieu neutre, la possibilité d'un contrôle strict. « Ce n'est pas une faveur, monsieur Durand, c'est une mesure humainement justifiée qui respecte les garanties de sécurité, dit-il. » Dans sa tête résonnaient encore les cris des riverains du sauvetage à la Seine, l'image de la mère du petit garçon qui avait pleuré et l'avait embrassé. Il se demandait si cette mémoire laisserait une trace de crédibilité dans les instances qui décidaient. Entre-temps, la société se fit entendre. Des commentaires anonymes surgirent. Certains évoquaient le passé d'Amélie avec un mépris coupant. D'autres qualifiaient Jean d'hypocrite ou de saint. Les forums étaient des chambres d'écho. Ils acceptaient l'histoire simple du sauvetage et n'avaient pas la patience pour les subtilités d'une requête administrative. Marc, qui avait suivi un peu ces débats, haussa les épaules. « La rue te porte au nu à cause de la photo, mais la rue oublie vite, dit-il. Si tu te plantes, ça sera sur ton dos. » Jean mesurait le coup. Il pensait à Claire et à leurs enfants. Il se préparait aux questions que l'on pourrait lui poser au commissariat, aux mots qu'un supérieur pouvait employer lorsqu'il recevrait la nouvelle. Manquement, conflit d'intérêts, mise en question de l'impartialité. Il ne voyait pas cela comme des imprévus, il savait qu'un homme qui se tient sur une corde fine doit prévoir le vent. Pourtant, dans la balance, pesait la voix d'une femme qui appelait son fils et la possibilité d'éviter qu'un lien familial soit rompu pour de longues années. Les visites se multiplièrent. Jean achetait du pain à la boulangerie du coin pour entamer une conversation banale avec l'infirmière de la prison-hôpital. Il écoutait les récits d'Amélie sur le petit Lucas, les punitions pour une tartine mangée à la hâte, l'expression « papa rigolo » qu'elle lui inventa dans une tentative de conjurer l'absence. Il recopiait des passages du carnet sur sa tablette, cherchant une manière de les transformer en pièces à conviction pour l'audience. Dessin du garçon, lettres non envoyées, attestation de bénévoles de l'association qui avaient vu la constance des visites, pas pour excuser des erreurs du passé, mais pour montrer qu'il existait un lien. La vitre, symbole qui revenait, sembla s'épaissir à chaque visite. Jean avait l'impression qu'elle n'était pas seulement un obstacle physique, mais une membrane qui racontait des histoires différentes selon le côté où l'on se tenait. Amélie, de l'autre côté, voyait un monde hiérarchisé où tout ce qui la concernait passait par des cases et des tamis. Jean, de son côté, prenait la mesure de sa responsabilité. En tant que policier, il ne pouvait promettre l'impossible, mais il pouvait œuvrer à rendre audible une demande. Il mesurait aussi le poids de sa présence publique. Il savait que certains pourraient interpréter sa démarche comme une instrumentalisation d'un capital moral.
Puis vint le jour où l'avocate obtint une audience préliminaire. On présenta au juge le dossier, attestations, rapports médicaux, propositions de dispositifs encadrés. La salle d'audience était plus froide que Jean ne l'imaginait. Le bois des bancs absorbait la parole et la rendait plus austère. Il sentit la tension comme un courant dans l'air. Il y eut un moment, pendant la lecture d'un témoignage, où le silence se fit si dense qu'on entendit distinctement quelqu'un tousser au fond de la salle. Le témoin, une bénévole, parla d'une mère qui chantait des comptines à distance, d'une femme qui écrivait inlassablement des lettres aux garçons qu'elle n'assistait pas, d'un lien têtu qui ne se démentait pas. Les mots envoyés trouvèrent un écho dans quelques regards. Quand ce fut au tour de Jean de prendre la parole, il ne prononça pas d'éloquence. Il parlait à la portée de l'homme qu'il était, avec une clarté de choix. « Je ne demande pas de privilège pour elle, monsieur le juge. Je demande un réexamen, avec des garanties. Nous avons mis en place des conditions, visite encadrée, contrôle médical, présence d'un tiers. Ce n'est pas un geste impulsif, c'est une réponse proportionnée à un cas humain. » Sa voix fut ferme, mais un silence plus profond se forma après ces mots, comme si chacun pesait la signification d'accorder une dérogation qui, pourtant, ne remettait pas en cause l'ordre, mais le testait sur sa capacité à être humain. Le juge, d'un visage impassible mais attentif, demanda des précisions. Il consulta les pièces, on vit ses doigts s'arrêter sur les pages du carnet reconstitué comme sur un testament d'une relation. Il posa des questions sur la sécurité, sur le risque de récidive, sur le bien-être de l'enfant. L'audience se déroula par rupture, intervention courte, regards qui se croisent, soupirs dans la salle. Dans un coin, une poignée de personnes attendaient, leur jugement déjà plié en deux, certains hostiles, d'autres curieux. Au terme de la séance, la décision tomba comme une porte qui s'ouvre sur un couloir incertain. Le juge ordonna un réexamen. Ce n'était pas une autorisation claire et immédiate, c'était une démarche administrative qui pouvait déboucher sur une promesse. Une victoire, mais mesurée. Le visage de Jean se dénoua à peine, il sourit sans fierté, plus soulagé comme une main qui lâche un poids. Amélie, informée par un courrier officiel, sanglota doucement dans sa cellule, tenant le carnet comme un talisman. La presse locale ne fit pas la une de la décision, trop petite pour le grand cycle d'images. Mais au commissariat, on murmura. Marc vint poser sa main sur l'épaule de Jean, geste simple de camaraderie. « Tu as secoué les bonnes personnes, dit-il en souriant à demi. Fais attention quand même, les institutions ne remercient pas toujours ceux qui les provoquent. » Jean rentra chez lui cette nuit-là comme on revient d'une bataille mineure, fatigué, un peu plus léger, mais conscient que la partie essentielle restait à jouer. Il posa le carnet sur la table familiale, Claire le prit, caressa la couverture, puis posa un plat pour les enfants. La lumière de la cuisine tombait en cercle, comme une présence discrète. Jean pensa au garçon, à la fragilité des espoirs tissés par des mains maladroites. Il regarda sa fille dormir plus tard, la respiration régulière, et sut que sa décision avait un coût, mais aussi une direction. Il n'avait pas encore affronté la tempête des voix publiques, ni le dernier acte de l'audience, où des témoins hostiles pourraient se lever et parler au nom d'une justice froide. Mais pour la première fois depuis longtemps, il sentait qu'il ne s'agissait plus seulement de règles inscrites dans des boîtes. Il avait rencontré, à la croisée d'un dossier et d'un carnet, la possibilité que la loi, parfois, doive s'ajuster à la mesure humaine. Il prit une photo du carnet avec son téléphone, l'image floue qui garderait la trace de cette décision, pas pour l'exposer, mais pour s'en souvenir. Le soleil commençait à griffer l'horizon quand Jean se rendit à la prison pour préparer la prochaine étape. Organiser la logistique d'une visite encadrée si le réexamen l'accordait. Il marcha le long du mur de briques, sentit le froid du matin sur ses joues, et se rappela la nuit où il avait risqué sa vie dans la Seine pour un autre enfant. Sauver un enfant de la noyade avait été un acte immédiat, physique. Ce qu'il faisait maintenant relevait d'une même logique de protection, mais s'exposait à l'usure des institutions, à l'imprévisibilité des hommes. Il serra le carnet contre son cœur un instant, puis l'ouvrit pour relire une note d'Amélie. « Si tu trouves que je ne mérite pas, dis-le-moi. Si tu crois en nous, aide. » C'était une question qui pesait sur lui plus que toute menace de réprimande professionnelle. Aider pour Jean n'était pas un slogan, c'était un trajet lent, fait d'appels, de courriers, de rencontres et d'obstacles. Il prit une profonde inspiration et monta les marches vers la salle des parloirs, prêt à affronter les prochains décomptes. La défiance publique, la peur d'un collègue, l'interrogation d'un juge. Il savait aussi que, si la justice ordonnait un réexamen, la route resterait étroite et que l'issue n'effacerait pas la stigmatisation. Mais cette fois, il sentait que la décision était la mèche allumée d'un feu qui pouvait, au moins, éclairer.
Il posa le carnet sur la vitre, à la place d'où Amélie l'avait souvent regardé, et attendit que la procédure suive son cours. Des voix se hâtaient dehors, et quelque part dans la ville, un enfant apprenait un nouveau mot. Jean pensa à l'eau, à la rive, à la façon dont un geste pouvait circuler et déborder. Il pensait aussi aux personnes qui, comme lui, prenaient des risques sans spectacle, simplement parce qu'ils n'acceptaient pas que l'humain reste sans voix. La prochaine étape se préparerait au tribunal, avec des témoins, des objections et une salle dont la froideur pourrait peser autant qu'une peine. Jean se redressa. Il savait qu'il lui faudrait tenir la ligne, articuler enfin ce que signifiait pour lui la justice. Pas un règlement immuable, mais un équilibre mouvant entre sécurité et compassion. Il rangea le carnet et se dirigea vers la sortie, le souffle visible dans l'air qui s'éclairait. La décision de réexamen n'était qu'un pas, mais c'était un pas réel. Il posa le carnet sur la vitre, à la place d'où Amélie l'avait souvent regardé, et attendit que la procédure suive son cours. Des voix se hâtaient dehors, et quelque part dans la ville, un enfant apprenait un nouveau mot. Jean pensa à l'eau, à la rive, à la façon dont un geste pouvait circuler et déborder. Il pensait aussi aux personnes qui, comme lui, prenaient des risques sans spectacle, simplement parce qu'ils n'acceptaient pas que l'humain reste sans voix. La prochaine étape se préparerait au tribunal, avec des témoins, des objections et une salle dont la froideur pourrait peser autant qu'une peine. Jean se redressa. Il savait qu'il lui faudrait tenir la ligne, articuler enfin ce que signifiait pour lui la justice. Pas un règlement immuable, mais un équilibre mouvant entre sécurité et compassion. Il rangea le carnet et se dirigea vers la sortie, le souffle visible dans l'air qui s'éclairait. La décision de réexamen n'était qu'un pas, mais c'était un pas réel. Au dehors, la ville continuait, indifférente en apparence, habitée d'histoires que personne n'aurait cru lier. Jean sentit dans sa poitrine l'impatience prudente d'un homme qui avait choisi de risquer, non pas sa vie, comme dans la nuit sur la Seine, mais son équilibre, son nom, son confort. Il reprit le chemin vers la maison, vers Claire, vers la table qui attendait, sachant qu'il faudrait bientôt monter dans l'arène de la parole publique et tenir bon. Claire fit doucement glisser une tasse chaude entre ses mains quand Jean remonta du garage, les dossiers serrés contre sa poitrine. Les enfants jouaient encore, leurs voix mêlées au bruit régulier du lave-vaisselle. Le soleil, déjà plus haut, fendait la vitre de la cuisine et dessinait une bande claire sur la table. Jean posa lentement son porte-documents et s'assit, comme pour vérifier que son corps suivait bien la décision de son esprit. Ils échangèrent peu de mots au début. Il y avait dans leur silence une conversation qui se tenait sans phrase. La reconnaissance pour cette nuit où il avait risqué son corps dans la Seine, la fatigue qui pesait désormais d'une façon différente, la peur et l'espérance mêlées dans l'idée d'un réexamen. Claire lui prit la main. Ses doigts fins se refermèrent. Puis elle regarda les enfants courir au salon et fit un sourire qui avait la densité d'une promesse. « Fais ce que tu dois, murmura-t-elle, mais ne te laisse pas avaler. » Jean relut encore une fois le carnet d'Amélie. Les mots griffonnés y prenaient la teinte d'une voix réelle, imparfaite, qui demandait à être entendue. Il copia soigneusement des extraits sur une feuille blanche, phrases courtes, gestes, descriptions, des indices pouvant éclairer la relation entre la mère et l'enfant. Il savait que ce qu'il apportait n'était pas une preuve scientifique, mais une trace humaine, et que la loi devait parfois savoir accueillir des traces plus que des certitudes. Il appela Maître Sorel, l'avocate qu'il avait contactée discrètement la veille. Sa voix, précise et calme, fit tomber quelques couches d'angoisse. « Il faudra présenter cela comme une pièce de contexte, dit-elle, pas comme un témoignage inattaquable. Nous demandons un réexamen, nous proposons une visite encadrée et nous présentons des témoins qui peuvent parler de l'attachement du garçon et de la capacité d'Amélie à répondre aux besoins élémentaires. Il faudra aussi préparer votre défense professionnelle. » Jean écouta, acquiesça, nota les étapes. Maître Sorel pensa au juge, à la possibilité d'un rapport d'expert, au délai. Jean imaginait la salle d'audience, les bancs, le regard des familles, le greffier qui consulte sa feuille. Il songeait à la défiance publique dont il avait peur, à la manière dont son geste risquait d'être lu comme un écart professionnel grave, voire comme une faiblesse. « Je suis prêt à assumer, dit-il finalement, mais je veux que la décision serve l'enfant. » La journée se mit en place sous la forme de rendez-vous administratifs. Un responsable du service social accepta, à contre-cœur mais avec curiosité, de revoir quelques notes. Une psychologue scolaire accepta de rédiger une appréciation sur le comportement du garçon à l'école. Une éducatrice de la crèche confirma qu'elle pouvait témoigner des progrès observés lors d'une fréquentation récente. Ces petites voix tissèrent un tapis de faits qui allait, peut-être, rendre audible la chose essentielle. Qu'il existe des signes de lien et de capacité souvent invisibles aux yeux d'une procédure initiale. Pourtant, la procédure n'était pas neutre.
Un collègue, rencontré par hasard dans le couloir du service, posa sur Jean un regard que Jean n'avait pas vu depuis longtemps. C'était le mélange de la colère et du dédain professionnel. « Tu t'es exposé, dit-il, sans complaintes excessives, mais avec la netteté d'une accusation. Tu as mis notre travail en péril. » Jean ne répondit pas sur le champ. Sa décision ne cherchait pas la validation dans le regard de cet homme, mais il sentait le poids de l'opinion collective, qui peut réduire une intention à une faute. La rumeur luttait déjà contre lui. Quelqu'un avait mentionné son nom à voix basse. Il sentit, comme on sent la montée d'une marée, la possibilité d'un article, d'un commentaire sec, d'une phrase qui résumerait sa complexité à un titre. Claire, à la maison, essaya de le rassurer. « Ils oublieront. Ce qui compte, c'est que tu es tenu. » Mais elle savait elle aussi que les noms collent. La veille de l'audience, Jean parcourut encore une fois sa note d'ouverture. Il avait choisi d'entrer dans la salle en ne plaidant pas seulement la légalité, mais l'humanité. Rappeler que chaque enfant est un sujet, pas un dossier. Que les regards bureaucratiques peuvent oublier ce qui s'entend seulement en écoutant. Il avait travaillé ces mots avec Meursault, cherchant l'équilibre entre l'émotion et la rigueur, entre la posture d'un professionnel et celle d'un homme qui avait vu, une nuit, la fragilité et la force d'une vie enfantine. Le matin de l'audience, il accompagna les enfants à l'école. Leur petite main contre la sienne lui donna la certitude que l'enjeu dépassait sa propre réputation. Claire l'embrassa, posa sa main sur sa joue. « Reviens », dit-elle simplement. Jean fit un geste, un demi-sourire qui voulait dire « Je reviens ». Il prit son dossier, la chemise de papier froissa légèrement sous ses doigts, témoins, notes, extraits du carnet, courrier, autant de feuilles qui, par leur ordinarité, portaient la densité d'une demande. Le tribunal semblait plus froid que d'habitude. Le corridor donnait sur des salles aux portes closes. Le bruit des pas et des murmures résonnait comme une parade de basses. En attendant, il pensa à la nuit sur la Seine. Il eut un sursaut d'ironie. À la place de l'eau nocturne, aujourd'hui, il affrontait l'eau claire et prosaïque des procédures. Les dangers étaient autres, mais l'intention restait la même, empêcher qu'un être sombre sans aide. La salle d'audience s'éclaira d'une lumière crue quand on entr'ouvrit la porte. Des familles attendaient, les visages renfermés. Des fonctionnaires promènent des regards professionnels. Le juge entra, sobre, posé, son visage offrit à la fois l'autorité et une neutralité que Jean prit pour un défi. Les témoins furent appelés à la suite. La psychologue scolaire parla des jeux du garçon, de son attachement à une peluche, de la façon dont il cherchait la proximité. L'éducatrice décrivit des progrès, un cycle de repas plus stable, une confiance qui poussait. Les mots, ordonnés, tentèrent de rendre sensible ce qui est souvent muet dans un dossier, l'épaisseur d'un lien. Puis vint le temps pour Jean d'être entendu. Il se leva, sentit la chaise sous sa main comme un point d'appui. Son dossier pesait moins que l'idée qu'il voulait porter. Il parla avec mesure, rappelant les gestes, le carnet, la demande d'Amélie, non pour transformer la rue en tribunal moral, mais pour attirer l'attention sur l'enfant. Il n'accusa pas les institutions, il implora leur capacité à distinguer le risque de l'exclusion, la précaution de la fermeture. Un murmure parcourait la salle quand le représentant du parquet évoqua la nécessité de prudence, de procédures strictes, de précaution. Sa voix, professionnelle, pesait ces mots comme pour construire un rempart. Jean sentit alors la ligne se dessiner. D'un côté, la vigilance, le calcul du risque. De l'autre, la prise en compte des signes faibles, mais réels, d'une relation. Il savait que la balance pouvait basculer d'un côté ou de l'autre selon une phrase, un regard, une interprétation. À la sortie de l'audience, les journalistes attendirent dans la cour. Ils posèrent des questions de routine, cherchant une phrase qui ferait une une. Jean refusa de répondre, protégeant l'intimité de l'enfant. Il monta dans sa voiture, la tête devenue lourde, mais avec une impression d'avoir planté une graine. La décision de la juge ne serait pas immédiate. Il y aurait des délibérations, peut-être d'autres pièces à produire. Mais quelque chose avait changé. Des voix simples avaient parlé en faveur d'une écoute. De retour chez lui, la maison lui parut plus fragile et plus solide à la fois. Claire l'accueillit sans phrase longue, leurs regards se croisèrent et dirent l'essentiel. Les enfants apprirent qu'il avait passé la journée à aider des gens, et s'endormirent au soir, comme si le monde, à l'échelle de leur enfance, continuait d'offrir la même sécurité. Jean s'assit seul un instant, relut le carnet dans la lumière tamisée, posa la main sur la couverture et pensa à l'avenir. Le réexamen pouvait déboucher sur une visite encadrée, sur un chemin long mais vivant, ou sur une confirmation de séparation qui aurait la lourdeur d'un couperet. Il accepta, dans le secret, la possibilité des deux. La nuit tomba, lourde et claire. Jean prépara, en silence, la logistique d'une visite hypothétique.
Qui accompagnerait? Quel dispositif de sécurité? Quel lieu les préserverait tous de l'exposition inutile? Il imagina des gestes simples, un quai de parc, une table de bibliothèque, la proximité surveillée, qui permettraient aux garçons de reconnaître une voix, une odeur, un contact, qui ne serait pas invasif, mais permettrait l'entrecroisement des vies. Ces images étaient modestes mais tenaces. Il sut qu'elles avaient plus de valeur que les discours. Le lendemain matin, il se rendit au tribunal pour entendre la décision préliminaire. L'air était vif, la ville semblait retenir son souffle. Dans le couloir où les portes s'ouvraient et se fermaient, Jean ajusta son manteau, sentit le carnet dans la poche intérieure comme une pierre chaude. Il prit une inspiration profonde et franchit le seuil de la salle d'audience, prêt à écouter le verdict qui tracerait, au moins pour un temps, la route à suivre. La salle s'assit dans un silence mesuré lorsque la juge leva la main et prit la parole. Sa voix, claire sans être dure, fit retomber les bruits alentour comme une nappe. Elle rappela les éléments entendus, les observations de la psychologue, les progrès décrits par l'éducatrice, les inquiétudes du parquet, et posa la décision dans un ordre de raison qui cherchait l'équilibre entre prudence et espoir. Nous considérons, dit-elle, qu'il existe des signes qui justifient une attention renforcée, mais non une rupture immédiate avec celui qui a été identifié comme repère pour l'enfant. On sentit dans la formule l'effort de peser chaque mot. Jean sentit son cœur battre plus fort et plus lent à la fois, comme si la possibilité de toucher enfin quelque chose de vivant s'approchait, mais qu'il fallait encore passer par un cap. La Cour ordonne des visites médiatisées, dans un cadre professionnel, pour une période probatoire de 3 mois. Un calendrier sera établi par les services sociaux. Un rapport sera transmis au tribunal à l'issue de chaque visite. Le maintien du lien sera encouragé, mais sous supervision. Une exhalation parcourut la salle, imperceptible mais présente. Pour Amélie, pour Jean, c'était à la fois une main tendue et une porte qui restait entr'ouverte. La juge ajouta des clauses pratiques, l'obligation de suivre des séances avec la psychologue référente, des entretiens familiaux et des points réguliers avec l'éducatrice qui connaissait le garçon. Elle recommanda la discrétion, non par moralisme, mais pour protéger l'enfant, et clôtura l'audience en précisant que la mesure visait autant la sécurité de l'enfant que la possibilité pour les adultes de construire un accompagnement responsable. En sortant, Jean reçut peu de regards. Ceux qui vinrent étaient mesurés, certains empreints d'un soulagement contenu. À l'air libre, le soleil semblait plus dur, comme si la ville lui rappelait sa réalité de rouage et de verdict. Il se rendit directement au bureau des services sociaux, où l'attendait Sophie, l'éducatrice qui avait témoigné. Elle tenait dans ses mains un dossier marqué d'un bandeau jaune, et son sourire, discret, signifiait plus une promesse qu'une victoire. Ils parlèrent des modalités. La fréquence des visites, les lieux possibles, les personnes habilitées à accompagner. Sophie proposa une salle modulable, neutre mais aménagée, dans un centre de quartier connu pour la médiation familiale. Elle expliqua le rôle du médiateur, rester présent, verbaliser les besoins du garçon, aider Jean à poser des gestes simples, observer la dynamique. On ne vous demandera pas d'être un héros, dit-elle, juste d'être le même homme que vous êtes dehors, avec une présence claire et des gestes qui rassurent. Jean eut la sensation d'un plan qui se dessinait enfin sur un papier factuel. Il accepta chaque condition, non par soumission mécanique, mais parce que ces règles lui semblaient être les seules capables d'encadrer ce qu'il savait fragile, la peur, la méfiance, la mémoire confuse d'un petit corps qui avait connu des ruptures. Il sortit du bureau avec les dates griffonnées dans son carnet et une nouvelle liste de choses à préparer, des objets familiers à apporter, des histoires courtes, une chanson apprise. Il appela Claire pour lui raconter la décision et la rassurer sur la réalité de la mesure. C'est encadré, c'est protégé, ça peut permettre. Elle l'écouta en silence, puis dit « Je viendrai avec toi la première fois ». Les mots furent simples, mais pour Jean, ils ouvraient un espace de sécurité. Les enfants, apprenant qu'une visite allait avoir lieu, réclamèrent des détails, comme si l'événement était un jeu à préparer, des couches à prévoir, un goûter, un peu d'organisation domestique qui rend la vie moins menacée. Les semaines suivantes s'emplirent de préparatifs mesurés. Jean répétait dans la cuisine des phrases courtes et aimables, choisissait un livre qu'il ne feignait pas de connaître, pliait proprement un carré de tissu qui servirait de pique-nique discret si l'occasion se présentait. Il réfléchissait à l'odeur à porter. Il se souvenait qu'un parfum trop fort pouvait inquiéter, qu'une veste trop neuve pouvait sembler un costume. Il opta pour la banalité. Un vieux pull, un sac avec des crayons et quelques gommettes, une petite boîte contenant une peluche reçue d'un ami, déposée dans un pli de papier. Le jour de la première visite, la salle de médiation fut exactement ce que Sophie avait promis. Une pièce à la lumière douce, des chaises disposées en demi-lune, une table basse où trônaient des jeux et des albums. Une lampe diffusait une chaleur chaleureuse, et une plante dans un coin rappelait une normalité ordinaire.
Le garçon arriva accompagné d'une assistante connue de l'équipe. Il tenait sa peluche serrée. À son passage, tous les regards, professionnels et parentaux, se raccrochèrent à son visage, attentifs à la moindre fissure. Jean resta près de la porte, observant. Le médiateur, un homme au visage ouvert, l'invita à s'asseoir, à laisser venir. « Laissez la première parole au petit », murmura Sophie à voix basse. Jean acquiesça, tout entier attentif à l'instant où un prénom pouvait être prononcé sans effroi. Au début, le garçon resta replié sur lui-même, une statue fragile. Il regarda Jean, puis baissa les yeux. Les premières minutes furent lentes, mesurées par la cadence que les adultes s'imposaient. Pas d'embrassement forcé, pas d'initiative pressée. Jean parla doucement, choisit un livre aux images simples et le montra de loin. Il ne prit pas la peluche, il laissa l'enfant la garder. Il fit une remarque banale sur une image de bateau, puis sur une couleur. Peu à peu, quelques syllabes furent rendues. Un sourire timide apparut quand Jean fit un bruit drôle pour imiter un canard. Ce micro-moment sembla briser quelque chose de trop tendu. L'enfant rit, un rire bref, mais entier. La médiation permit de poser des cadres clairs, des pauses, des moments de jeu libre, des instants où l'enfant pouvait chercher un adulte. Jean se laissa guider. Il apporta un petit dessin qu'il avait préparé, un soleil maladroit, 2 figures côte à côte et une peluche dessinée à côté, qu'il tendit sans en faire un enjeu. L'enfant prit le papier, le regarda, puis le posa près de sa peluche. Ce geste, aussi petit fut-il, remit quelque chose en mouvement chez Jean. L'idée qu'un lien pouvait se présenter en fragments, que la présence n'était pas toujours une accession immédiate, mais souvent une suite de petits arrangements. Les professionnels consignèrent les observations, notant des signes encourageants. Le garçon suivait une phrase, acceptait une main près de lui, manifestait curiosité pour un mobile. Ils proposèrent des exercices simples pour les visites suivantes. Apporter un objet connu, raconter une histoire courte en 2 phrases, apprendre une chanson ensemble. Ils insistèrent sur la cohérence des gestes, une voix douce, une parole qui ne presse pas, et sur la patience. La confiance se tisse en gestes répétitifs, dit Sophie en écrivant. À la sortie, Jean ressentit une fatigue douce, moins lourde que l'anxiété des jours précédents. Il avait eu la confirmation qu'il n'était pas indifférent à l'enfant, qu'il pouvait être perçu, même à travers la distance d'un premier contact, comme une présence stable. Sur le chemin du retour, il parla peu. Claire lui prit la main en passant l'écharpe autour de son cou, comme pour lui rappeler que leur vie restait entremêlée de routines simples, que l'amour familial ne s'opposait pas aux engagements extérieurs, mais s'y trouvait engagé. Pour autant, rien n'était résolu. Les rapports à venir, les évaluations de la psychologue, les décisions judiciaires futures restaient enclenchées. Le parquet poursuivait sa vigilance et la presse, malgré l'interdiction de divulguer des éléments sensibles, circulait en marge, prête à transformer en sensation ce qui devait rester discret. Jean comprit qu'il devait apprendre à protéger l'enfant non seulement par ses gestes, mais aussi par la construction d'un cadre stable autour de lui. Veiller aux informations, choisir ses mots, garder la discrétion que la juge avait demandée. Les semaines qui suivirent la première visite se succédèrent selon une cadence ritualisée. Rendez-vous hebdomadaires, bilan, séances familiales, où l'on évoquait non les fautes passées, mais la manière de construire le quotidien à venir. Il y eut des jours de progrès visibles, un rire partagé, une confiance affichée dans une main tenue, et des jours de recul, où le garçon se repliait, fatigué des exigences d'un monde d'adultes. Jean apprit à ne pas prendre ces reculs comme des déceptions personnelles, mais comme des éléments naturels d'un processus. Un après-midi, la psychologue scolaire proposa d'initier un atelier de peinture, une activité qui permettrait aux garçons d'exprimer des choses sans les nommer. Jean participa à l'atelier pour la première fois en dehors du cadre de la visite médiatisée, sous l'égide de l'éducatrice. Les gestes furent maladroits mais sincères, un pinceau chargé de bleu, des formes qui ne cherchaient pas la beauté mais la communication. Le garçon hésita, puis traça une ligne droite, fièrement. Jean, qui n'était pas habile de ses mains, se concentra sur la régularité d'un geste, offrir, sans attendre un résultat, un espace où l'enfant pourrait se penser. À l'intérieur de cette phase d'apprentissage, un événement imprévu fit vaciller l'ordre fragile. Un article anonyme circula sur un petit site local évoquant le dossier sans rien dévoiler d'identifiable, mais suffisamment pour réveiller les rumeurs dans le quartier. Des voisins qui n'avaient jamais eu affaire à l'affaire vinrent poser des questions, des regards se firent plus insistants. Jean sentit la pression revenir, plus sourde cette fois, la peur que ce qui devait rester discret soit transformé en jugement public. Il prit la décision de rencontrer Amélie à mi-chemin, non dans un café, mais dans un petit parc où les gens allaient lire et les chiens passaient en laisse.
Elle arriva le visage fatigué, ses mains portaient la volonté de tenir debout. Ils parlèrent sans grandiloquence, leurs échanges furent faits de phrases courtes, d'accords sur la précaution, de la nécessité d'éviter toute exposition. Amélie hocha la tête quand Jean proposa de limiter les rencontres aux lieux institutionnels, de ne rien publier, de laisser le processus se dérouler. Elle accepta, non par naïveté, mais par espoir. Leur conversation se termina dans un silence qui valait accord. La vie quotidienne continuait son jeu de balance, travail, école, visite, rapport. Jean découvrit que la patience n'était pas seulement l'attente d'un miracle, mais l'art des petites répétitions, des gestes qui, répétés, tissent une confiance. Chaque matin, il relisait le carnet et notait une chose positive, même minuscule, un regard rendu, une main posée sur une épaule, une comptine chantée. Ces notes finissent par former une série, une chorégraphie de présence. Mais au fond de lui, il restait la conscience aiguë d'un futur incertain. Le tribunal déciderait à nouveau au terme de la période probatoire. Des rapports pourraient pencher en faveur d'un maintien du lien ou d'un renforcement des mesures. Jean, pour sa part, décida de concentrer son énergie sur ce qu'il pouvait contrôler, sa disponibilité, sa constance, sa capacité à se rendre présent sans envahir. Chaque visite devint une école, chaque silence un terrain où apprendre le respect de l'autre. Et tandis que le printemps avançait, les visites, les jeux et les pages coloriées laissèrent une trace progressive, presque imperceptible, comme une route tracée à petits pas sur une feuille blanche. Jean apprit à attendre sans se consumer, à protéger sans imposer, à espérer sans presser. La décision de la juge avait offert une porte entr'ouverte, à lui et aux autres, désormais, d'y déposer des pierres stables pour en faire un passage sûr. La convocation arriva un matin gris, glissée dans la boîte aux lettres entre des prospectus et une lettre de la sécurité sociale. Jean resta un long moment à la regarder, sans la toucher. Le papier portait la date, le nom du juge. Une petite voix intérieure égrenait les heures qu'il faudrait tenir, expliquer, prouver. Il pensa aux semaines passées, aux gestes répétés, aux chansons apprises ensemble. Il pensa à la peinture où l'enfant avait tracé une ligne droite, fière, comme un pont ténu. Il parla de la convocation d'abord avec l'éducatrice. Ils discutèrent de la forme que pourrait prendre son discours, de la nécessité de dire la vérité sans se perdre dans la défense. La psychologue conseilla de ne pas instrumentaliser l'enfant. « Parle de ce que tu fais pour lui, dit-elle, pas de lui en tant que preuve. » Ces mots frappèrent Jean par leur simplicité. Il commença à écrire dans son carnet, non pour convaincre, mais pour rendre compte, une habitude, une présence, des dates. Il nota les rires, les repas partagés, les refus acceptés sans colère. Il notait aussi les erreurs quand elles arrivèrent et la manière dont il les avait réparées. Amélie vint un soir. Elle tenait un sac de courses et une fatigue contenue. Ils marchèrent sans bruit jusqu'au petit pont qui enjambe la rivière du quartier. Les enfants jetaient des cailloux. Jean ramassa 2 petites pierres, les essuya et les plaça dans sa paume. Il parla de ce que signifiait pour lui être père. Moins un rôle, plus un entraînement aux gestes ténus qui rassurent. Amélie écouta. Elle dit qu'elle voyait des progrès, même si la peur restait son ombre fidèle. Ils convinrent d'apporter au tribunal une feuille peinte et peut-être une lettre de la psychologue, simple attestation de suivi et d'effort. La veille de l'audience, le garçon donna à Jean un 2e dessin. Cette fois, la ligne droite avait été recouverte de petites touches de couleur, vert, jaune, rouge. Il avait dessiné des mains au bout du pont. Jean sentit le cœur se nouer. Il posa le dessin contre sa poitrine, comme on garde une chose fragile. La rumeur dans le quartier grondait encore parfois au loin. Il savait qu'elle ne disparaîtrait pas parce que la réalité change. Mais il savait aussi qu'il n'était pas seul dans ce travail de pierre et de lenteur. Il avait l'éducatrice, la psychologue, Amélie et surtout ce petit trait devenu pont. Il plia le dessin avec soin, le glissa dans la poche intérieure de sa veste, il revit, une par une, les petites répétitions du printemps, la comptine le matin, la main qu'on laisse, le silence respecté. Et quand la nuit tomba, il posa les pierres qu'il avait ramassées sur la table, comme pour les peser, puis alluma une lampe et relut son carnet. Les mots n'étaient pas des garanties, mais ils étaient des témoins. Au réveil, il mettrait la feuille peinte dans une enveloppe, prendrait les pierres, prendrait la date. Il se prépara à traverser une porte qui n'était plus tout à fait entr'ouverte, mais qui offrait encore une possibilité. Continuer à déposer, un à un, des appuis stables pour qu'un passage se tienne. Il fit le trajet en silence, la feuille peinte serrée contre son cœur comme une promesse fragile. La ville s'éveillait sous un ciel bas, les pavés luisants renvoyaient des éclairs blêmes.
À l'entrée du palais de justice, l'odeur de café et de papier froid lui sembla plus forte qu'ailleurs. Il croisa l'éducatrice, le manteau encore froissé par la course du matin, et la psychologue, qui tenait une liasse de notes reliée par une pince. Amélie arriva après eux, les traits tirés, mais droite, tenant à deux mains un sac qu'elle posa comme on dépose une garde-fou entre elle et l'inconnu. On leur fit attendre dans une salle aux murs neutres, où des affiches sur la procédure mêlaient typographies officielles et couleurs ternes. Les bancs de bois grincèrent sous les mouvements des familles, des assistants sociaux et des avocats. Jean resta immobile, comptant à mi-voix les boutons de sa veste. Les pierres dans sa poche lui donnaient un point d'ancrage. Il les caressa sans en retirer aucune. Il relut mentalement les mots qu'il n'avait pas écrits. Pas de plaidoirie dramatique, juste la vérité du quotidien. La psychologue lui fit un signe discret. L'éducatrice lui sourit, sans larmoyer, mais avec l'autorité calme de qui a vu des progrès mesurés évoluer en stabilité. On les fit entrer. La salle d'audience était petite, protégée d'un voile de gravité qui rendait chaque souffle plus dense. La juge, assise sur l'estrade, avait un dossier ouvert devant elle. Sa posture était mesurée, ni sévère ni conciliante. L'assistante sociale exposa d'abord les éléments. Le cadre protecteur déjà en place, le suivi psy, les comptes rendus d'aménagement des visites. Elle parla en termes précis, de fréquences, de conditions, de repères objectifs. Jean sentit les mots se dérouler comme des instruments sur lesquels il n'avait pas de prise. Et pour la première fois depuis des semaines, il fut soulagé que quelqu'un d'autre sache dire ce qui existait. Quand vint son tour, il se leva sans costume de scène. Il avança la feuille peinte, la déplia avec des doigts qui ne tremblaient presque pas et la posa devant la juge. « C'est lui qui a fait ça », dit-il. Sa voix n'avait rien de triomphant, elle était simple, posée, comme un geste qu'on rapporte à sa place. Il parla ensuite des petites choses, la comptine du matin, la manière dont il accommodait des aliments que l'enfant aimait, le rituel de ranger les jouets en expliquant pourquoi on ne les jette pas. Il parla des fois où il avait mal fait, de l'instant où il avait reconnu son erreur et avait demandé de l'aide. Il ne chercha pas à convaincre par des envolées. Il raconta, avec une honnêteté qui évitait la dramatisation, comment il avait appris à tenir la main et à la lâcher au bon moment. La psychologue déposa une attestation concise. Suivi régulier, progrès dans l'expression affective, quelques lignes sur la nécessité d'un accompagnement prolongé. L'éducatrice raconta des épisodes précis, des jeux indifférents transformés en petites victoires, un gâteau partagé sans dispute, un refus accepté sans colère, petites pierres qui, mises bout à bout, formaient un chemin. Amélie parla à son tour. Sa voix resta mesurée. Elle parla de peurs intactes, des nuits où la méfiance revenait, mais aussi des instants où elle avait vu l'enfant sourire à la simple signature d'une patience tenue. « Je vois du changement, dit-elle, mais je garde ma peur. » Ces mots furent comme un équilibre que personne ne voulait briser. L'avocat de la protection de l'enfance posa des questions pratiques, horaires, modalités de supervision, possibilités d'évaluation complémentaire. La juge s'empara de ces éléments avec la patience d'un artisan qui mesure avant de trancher. Elle posa des questions directes à Jean sur sa capacité à respecter les règles, sur ce qu'il ferait si un signe d'alerte réapparaissait. Jean répondit sans rhétorique. Il décrivit des rendez-vous réguliers, un engagement à participer aux ateliers proposés, la promesse de ne pas brusquer l'enfant au-delà de ce qu'il supporte. Il parla de la feuille peinte comme d'un témoin, non d'une preuve absolue. « Ce dessin, c'est une trace, dit-il, pas une garantie. » La salle redevint silencieuse pendant que la juge feuilletait les pièces. Elle prit le temps de fixer alternativement les visages devant elle. Sa décision prit la forme d'une phrase mesurée. Prolonger le dispositif protecteur, oui, mais adapter les modalités de contact. Elle proposa un calendrier progressif, davantage de visites, d'abord sous supervision légère, puis des plages non supervisées si les signes restaient stables, et assujettit cette progression à des bilans réguliers. Elle insista sur la nécessité de maintenir l'espace d'Amélie et de garantir la sécurité émotionnelle de l'enfant. Un contrôle trimestriel fut fixé, assorti d'un rapport de la psychologue et d'un compte-rendu de l'éducatrice. Jean sentit toutes sortes d'émotions l'effleurer sans s'y arrêter. Un soulagement humble, la crainte intuitive que le moindre faux pas annulât tout et un poids immense de responsabilité. La juge termina en rappelant que l'objectif n'était pas de sanctionner, mais de construire un environnement où l'enfant pourrait grandir sans peur. Elle rappela que la protection ne se mesurait pas seulement en règles, mais en capacité à écouter et à changer. Avant de clore l'audience, elle demanda à chacun de signer un protocole d'accompagnement, formule simple qui rendait officiel ce qui, dans le fond, restait fragile. Dehors, la lumière avait changé. Le ciel, moins lourd, laissait passer quelques raies claires.
Jean sortit en tenant la feuille dans sa main, il avait choisi de ne pas la remettre au dossier, comme s'il voulait garder le dessin à portée de cœur, plutôt que de l'abandonner à des archives. Les pierres dans sa poche étaient moins pesantes qu'au matin. Amélie resta près de lui un instant, silencieuse, puis lui serra la main brièvement, un geste court mais chargé d'un accord pratique et prudent. Ils prirent chacun un chemin différent. Jean marcha jusqu'au petit pont où il s'était parlé la veille, posa les pierres sur le parapet et les regarda une à une. Il n'attendait pas que tout soit réglé ce jour-là, il savait que la justice venait poser des jalons, pas des certitudes. Il glissa le dessin dans sa poche intérieure, comme on garde un itinéraire pour ne pas se perdre, et se dit qu'il resterait désormais fidèle à la lenteur des choses qu'il contrôlait. La route devait encore se faire, pas par grands gestes, mais par ces petits pas réitérés qui apprennent au monde à faire confiance. Un courrier allait préciser les dates des bilans. Les ministres de l'accompagnement, éducatrices, psychologues, assistantes sociales, continueraient à se croiser dans des réunions discrètes où l'on décomposerait l'enfant en signe de sécurité ou d'alerte. Jean rentra chez lui sans grande illusion, mais avec une détermination tenue. Chaque visite serait désormais une pierre qu'il apporterait, une à une, pour que le pont supporte bientôt le poids d'une vie partagée. Il posa la main sur la feuille dans sa poche et ferma les yeux un instant, comme pour mémoriser le dessin, avant de le ressortir quand il faudrait le montrer encore et encore, non pas comme preuve d'un mérite, mais comme trace d'un chemin. Le soir venu, il écrivit à la main quelques lignes dans son carnet, date, petite victoire, points à travailler. Il nota aussi la réaction d'Amélie, sobre et prudente, et la recommandation de la psychologue sur la nécessité d'un suivi continu. Au fond de ses notes, il glissa 2 pierres, moins comme symbole cette fois que comme rappel tangible. On ne construit pas un passage avec des vœux, mais avec des éléments concrets, posés à intervalles réguliers. Quand la nuit s'étendit, Jean resta longuement éveillé, pensant à l'enfant, qui, quelque part, dormirait peut-être en paix. Il se demanda comment tenir la promesse de ne pas envahir, tout en restant présent. Il se promit d'apprendre à attendre sans se consumer, d'être disponible sans étouffer, d'offrir des appuis sans exiger un pas de l'autre. La décision de la juge laissait un espace, ni large ni fermé, où il faudrait encore tracer des pas. Il sentit la responsabilité, lourde et précise, comme une route à tracer pierre après pierre. Et la route, il le savait maintenant plus fermement qu'avant l'audience, n'appartenait à personne seul.